l'outil Diag Flash, je vais remettre peut-être un petit point de contexte, mais on va commencer par se présenter avec Kevin. Kevin, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour, tout le monde, j'espère que on m'entend bien. Donc je suis Kevin Goudard, je suis, responsable territorial à France Active Nouvelle-Aquitaine. J'accompagne, bien évidemment les équipes du territoire sur lesquelles je suis, c'est-à-dire sur le site de Limoges, et j'accompagne des structures de l'économie sociale et solidaire depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis bientôt 20 ans. Donc et j'ai vu certaines, personnes que j'ai accompagnées déjà présents aujourd'hui. Donc voilà, pour resituer juste en 2 secondes, France Active Nouvelle-Aquitaine, c'est une, structure régionale qui dépend du réseau France Active et qui accompagne et finance les structures de l'économie sociale et solidaire, dont les structures d'insertion, font bien évidemment partie. C'est même une grande famille que nous accompagnons. Et nous avons une particularité, c'est que nos accompagnements sont plus fléchés sur les modèles économiques et sur l'analyse des situations économiques et financières de ces dernières. Merci Kevin. Donc moi, je me présente, Adeline Nourrisson. Je suis chargée de mission à INAE. Il y en a, qui me connaissent déjà et moi, je suis plutôt sur le territoire de l'ex-Poitou-Charentes et j'ai 2 homologues, une sur, l'ex-territoire du coup du Limousin qui est Claire Lamarsaud et une autre collègue, donc Marie Dupont, qui est sur les territoires de l'ex-Aquitaine. Donc là, ce matin, on va vous présenter l'outil Diag Flash. En termes de contexte, hein, pour rappel, c'est un outil qui était un outil France Active qui a été refondu, revu avec INAE en fin d'année 2023 parce qu'on constatait qu'il y avait de plus en plus de structures d'insertion qui se trouvaient du coup en difficulté économique. Les modèles étaient fragilisés, etc. Donc le souhait, c'était d'avoir un outil que dont les structures pouvaient s'emparer pour pouvoir, avoir une lecture rapide, du coup, de leur situation économique et financière, avec la mise en exergue de certains indicateurs. Outils également, du coup, utilisés par les partenaires et notamment les DETS, qui normalement vous les envoient, du coup, notamment avant les dialogues de gestion. Et je pense que vous êtes plusieurs autour de la table à déjà avoir utilisé cet outil, du coup, et leur avoir envoyé. L'idée, c'est que ce soit un outil où eux ont déjà une lecture aussi de la situation économique et financière de la structure et un outil aussi de dialogue, du coup, sur lesquels vous pouvez échanger aussi lors des dialogues de gestion si ça s'avère nécessaire. C'est un outil aussi qu'on utilise, avec d'autres partenaires, par exemple la région. Il y a un dispositif notamment qui s'appelle, Structure de l'ESS en difficulté et donc c'est via cet outil, que ce soit avec France Active ou avec INAE en fonction, qu'on mobilise en fait ce dispositif avec un comité des financeurs et c'est un outil qui peut être utilisé de toute façon pour d'autres mobilisations d'aide dans l'idée que ce soit un outil du coup, d'aide à la décision et de visibilité en fait, des situations des structures. Avant de commencer, je veux bien faire un petit tour de table, juste pour que vous me donniez votre nom, la structure et puis si vous utilisez déjà cet outil. Donc je vais commencer ça va si, merci à tous pour ce petit tour de table, donc une grande diversité, de profils. Moi, ce que je vous propose en fait, c'est que je vais prendre un exemple de structure. Il va s'agir d'une entreprise d'insertion qui fait une activité de bâtiment et notamment plus de peinture. Et puis je vais le remplir en fait en direct, simplement sur l'année 2000. De partir donc, sur le premier onglet. Donc le premier onglet, hein, vous voyez, c'est, la présentation. Donc l'idée, c'est de mettre l'année du dernier exercice clos parce que pour remplir, l'outil, vous allez prendre, votre bilan et votre compte, du coup, de résultats, des 3 dernières années, clôturées. Il faut remplir effectivement le statut juridique. Donc là, il y en a un petit menu déroulant. Donc là, dans mon exemple, il s'agit d'une association. Il faut mettre aussi le conventionnement. Donc là, dans mon exemple, c'est une entreprise d'insertion. Il y a un petit menu déroulant aussi, vous voyez, qui s'affiche pour le choix. Ensuite, il faut préciser effectivement si c'est soumis aux impôts, commerciaux ou non et puis le taux de TVA.
Et il y a une dernière indication importante, c'est la périodicité de paiement des charges, parce qu'effectivement, elle peut être par mois, mais elle peut aussi être par trimestre au niveau des charges sociales. Alors, presque l'information la plus importante, c'est que surtout, il faut remplir les cases blanches, mais jamais les cases bleues. Parce que les cases bleues, en fait, dans cet outil, c'est les formules. Donc, bah, si on remplit dessus, ça peut faire sauter les formules tout simplement. Donc, quand je vais dans l'onglet, vous avez vu tout en bas, il y a effectivement quatre onglets. Donc, l'onglet de données générales sur lequel on est. Et ensuite, on va sur les données comptes. Donc, les données comptes, c'est là effectivement où on va remplir en fait les informations. Donc là, on a les données du bilan, donc on reprend en fait son bilan et puis, on va aller remplir effectivement les différentes, informations, donc on prend notamment notre actif, le total de notre actif, immobilisé. Donc l'actif immobilisé, hein, pour rappel, ça correspond aux ressources, durables du coup, aux besoins durables du coup de la structure. Ensuite, on a l'actif circulant où là, l'idée, c'est de mettre le total effectivement, de cet actif circulant, mais de donner un petit peu d'éléments de détail pour être en mesure de calculer, des délais de paiement. Donc on a les créances clients, les subventions à recevoir et puis les disponibilités. Donc disponibilité, hein, vous connaissez, c'est la trésorerie en fait de la structure. L'idée, c'est de mettre donc le total de l'actif. Je pense que vous le savez, le total de l'actif doit toujours être égal, au total du passif que vous voyez donc en face ici, 156 719. Donc, pour la même méthode que pour l'actif, on remplit le passif. Donc on a les fonds propres de la structure. Les fonds propres de la structure, qui, des fois vous avez des détails, peuvent être impactés. Par exemple, là on voit, hein, entre 2022 et 2024 qu'ils diminuent et notamment très fortement entre 2022 et 2023. Mais pour l'histoire, c'est parce qu'effectivement, on va le voir plus bas, il y a eu des comptes des résultats négatifs, en fait, qui viennent impacter ces fonds propres. Les Oui, fonds propres là justement, oui, Adeline, si je peux me permettre, parce qu'il y en a qui pourraient peut-être se poser la question en disant: «Pourquoi, saisir 3 années?» L'intérêt de saisir 3 années, c'est justement de permettre de lire les documents, en se disant finalement: «Est-ce qu'on est sur quelque chose de structurel ou de conjoncturel?» Parce que je pense que certains qui ont peut-être un peu plus d'antériorité, parce que j'ai vu qu'on avait des antériorités différentes dans la présentation, ben, on peut avoir d'un seul coup finalement une bonne année qui est finalement l'iceberg qui cache, c'est la phase émergée qui cache l'iceberg. Donc du coup, des fois, il y a des choses qui font que une année exceptionnellement est positive ou négative, hein, ça va dans les 2 sens. Et dans la lecture, c'est mieux de voir sur 3 ans parce que ça permet de dissiper justement ces côtés, un peu exceptionnels ou conjoncturels. Donc, l'analyse sur 3 ans a cette vocation-là de pouvoir justement, dissiper tout cela et avoir une lecture un peu plus, structurelle. Donc 3 ans, c'est la norme également que vous aurez, si demain vous déposez des dossiers de demande de financement auprès de la région, auprès de vos banques et cetera. Il y a toujours un raisonnement qui se fait sur 3 ans. tout à fait. Donc on a la ligne des fonds propres. C'est important effectivement de voir l'évolution, hein, de cette lignée de fonds propres. Là, dans l'exemple, on voit que ces fonds propres, ils sont impactés, hein, puisqu'on se retrouve avec des fonds propres quasiment à la moitié de 2022 en 2024. C'est important aussi d'avoir la composition de ces fonds propres et notamment là, la ligne subvention d'investissement, de la préciser parce que ça vient étoffer en fait les fonds propres. Sauf que les subventions, d'une année sur l'autre, on n'est pas sûr d'avoir effectivement ces fonds-là. Donc ça vient, et comme ça vient étoffer, c'est important d'avoir la part à laquelle des fonds propres à laquelle elle correspond. Ensuite, on a la ligne des provisions pour risques et charges. Alors, pour rappel, hein, la ligne des provisions, et risques et charges, ça correspond en fait à une ligne de fonds, exceptionnelle, hein, pour des événements exceptionnels, qui est mise ici. Par exemple, on anticipe un départ à la retraite, ça peut être on peut les retrouver là.
Ou un autre exemple, on a eu un procès et on sait qu'on va avoir, par exemple, une indemnité à verser. On peut, retrouver, en fait, ces sommes à cet endroit-là. Ensuite, on a la ligne des dettes financières, moyen long terme. Donc là, on est une structure qui a pas, en fait, souscrit de crédit. Donc, elle est vierge ici. Ce qui peut être, positif, étant donné qu'on voit qu'on est une structure où les fonds propres diminuent. Mais pour autant, ça peut être un outil qui est intéressant à mobiliser, surtout quand on est en difficulté, mais qui doit être bien maîtrisé. Et ensuite, on a la ligne du coup des dettes, d'exploitation, qui vont avec le détail du coup des dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales qui vont nous permettre de calculer, du coup les délais, une partie en partie les délais, de paiement, par exemple, des créanciers ou des fournisseurs. Mais je vais aller justement sur l'onglet qui nous permet ça. Une fois qu'on a rempli les données du bilan, ça va nous permettre d'avoir les premières lignes, de lecture au niveau du coût du de la santé financière de la structure. Donc ça va nous permettre notamment de lire l'indicateur fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, il nous permet de vérifier si les ressources, de la structure, les ressources durables, permettent de couvrir les besoins durables. Donc là, effectivement, on est dans une situation où ça le permet. Pour autant, ce fonds de roulement, il diminue, sur, les 3 années d'exercice et on l'a vu, c'est notamment dû au fait que les fonds propres, du coup, diminuent. Parce que lorsqu'on retourne sur, effectivement, les comptes, on voit que pour autant, les besoins durables, ils sont plutôt faibles sur cette structure. Donc ça peut être, c'est positif dans la situation, mais des besoins faibles, ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir prévoir des investissements, potentiellement. Parce que, il va y avoir un besoin en matériel. Vous vous souvenez sur l'actif immobilisé, on a les immobilisations corporelles et incorporelles. Donc là, il s'agit effectivement, ça peut être du matériel pour réaliser l'activité. Donc là, sur une activité, bâtiment, il peut y avoir besoin à un moment donné de réinvestir dans du matériel, et il faut l'anticiper, du coup. Et là, le fait qu'effectivement l'actif immobilier soit faible, ça peut vouloir dire, qu'il va y avoir besoin d'aller acheter du nouveau matériel. Donc ça, c'est plutôt bien dans un premier temps, à court terme, parce que, les fonds propres suffisent à les couvrir, mais pour autant, il faut être en mesure d'anticiper, la suite. Ensuite, on a le calcul du besoin en fonds de roulement. Donc sur notre besoin en fonds de roulement, effectivement, alors là, on voit qu'on a un fonds de roulement qui est positif en 2022, ce qui est plutôt normal sur ce type d'activité. Et après, il bascule en négatif sur 2023 et 2024. C'est peu courant sur une activité comme celle-ci, mais ça vient du fait que justement, il joue déjà sur les délais, en fait, de paiement et du coup, ça leur permet en fait de générer un petit peu de trésorerie en jouant sur leur, cycle d'exploitation. Donc c'est parce que on est plus sur des activités qui ont un besoin en fonds de roulement, négatif. On va plutôt être sur, des activités où type il y a un magasin type textile, une friperie, où finalement les clients, ils payent cash et par contre, tout ce qui va être fourniture va être payé à un délai plus important. Ça crée un décalage. Si je fais un parallèle, ça va être comme dans un supermarché, en fait. Dans un supermarché, en fait, les clients, ils payent cash, en fait, ils payent tout de suite, ce qu'ils achètent, alors que le supermarché va payer, sur le plus long sur plus long terme, du coup, ce qui est déjà dans le magasin. Par exemple, à 60 jours, voire plus. Donc ça va créer effectivement, un décalage, qui va, permettre, de générer, après de la trésorerie, puisque la trésorerie, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Donc là, on se retrouve effectivement avec une structure qui a une trésorerie qui est positive. Donc, en termes d'indicateurs, de la santé, financière de la structure, on peut se dire que la situation financière, elle est plutôt quand même,
saine, mais avec quand même des points d'alerte, on le voit. On le voit notamment sur la baisse, des fonds propres. Vous voyez la troisième ligne là sur les points d'alerte qui est en grave, il y a une baisse significative des fonds propres donc sur les 3 exercices. On l'a vu. Donc là, effectivement, il y a un récapitulatif, des points d'alerte et l'intérêt, c'est que, quand on a, un grave ou un très grave ou un préoccupant, on est en face, ça a été ajouté, une ligne qui correspond à plutôt de valeurs, ça complète, notre lecture effectivement, de ce point d'alerte. Donc là, les différents points de lecture, points d'alerte, c'est, l'évolution effectivement des fonds propres, on l'a vu, l'évolution du fonds de roulement également, et si effectivement il y a une baisse des fonds propres sur les exercices, à quelle ampleur elle est, si c'est sur plusieurs exercices ou non. Ensuite, on a effectivement, l'évaluation du fonds de roulement en jours des charges d'exploitation. Quand il est supérieur effectivement, à 30 jours, c'est OK et là, c'est notre cas puisqu'il est à 87 jours. Également la trésorerie nette, traduite en couverture de jours d'exploitation qui doit être supérieure à 20 jours. Là, c'est le cas, elle couvre même 91 jours et puis on a aussi un indicateur sur le taux d'endettement net, hein, sur le dernier exercice clos et sur comment sont financées les immobilisations. Donc là, c'est, entre la part des fonds de la structure et la part des fonds, des fonds, des crédits qui ont pu être mobilisés, qu'il y a un juste que la part des fonds en fait, publics et cetera ne soit plus importante que les fonds propres, ou autres fonds en fait, que ça impute pas trop en fait les fonds personnels, entre guillemets de la structure. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Apparemment, il y en a pas. Il y en a pas. Hem, Il alors y a en juste un élément que je voulais quand même, rajouter, au préalable aussi. Il faut bien, pour ceux qui sont moins coutumiers de ça, se dire aussi que c'est qu'une photographie à un instant T, qui est au moment de la clôture de vos comptes. Donc ce n'est pas forcément parce que les indicateurs sont rouges ou noirs, au 31 décembre, si admettons vous arrêtez vos comptes au 31 décembre, que vous avez pas au fil de l'année, des difficultés qui peuvent se présenter. Parce qu'on pourrait se dire, et c'est un peu le sens, de ce qui a été dit tout à l'heure, l'alerte sur la baisse quand même des fonds propres. C'est pas parce qu'au 31 décembre qu'il y a pas de problème de trésorerie, que ce document-là, va détecter qu'il y ait des difficultés, par exemple au mois d'avril, au mois de mai, lorsque l'on est sur des phases, où on attend les versements des soldes des années précédentes, voire des acomptes de la nouvelle année, que ce soit sur les subventions de fonctionnement ou autres. Donc c'est pour ça que, ça donne une lecture, mais quand on est proche de certains ratios et Adeline l'a dit, ça peut quand même vous alerter, même si l'indicateur est noir, c'est-à-dire bon, parce que, effectivement, cette fragilité, ce rapprochement des indicateurs peut dire quand même que dans le courant d'année, vous pouvez avoir, notamment celui que tout le monde connaît, c'est-à-dire la tension de trésorerie, qui est celui qui est le plus visible en disant: «J'ai pas de sous sur le compte». Donc c'est quand même une chose que je voulais nuancer. C'est un outil, et comme son nom l'indique, c'est un diag flash, c'est pas un audit. Donc du coup, il est là pour vous donner quelques éléments de lecture, mais il n'est pas exhaustif. Et notamment, son principal défaut, c'est qu'il n'est pas dynamique. C'est bien une photographie à un moment T, donc ça, il faut bien le prendre en considération. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais d'autres indicateurs sur lesquels on pouvait un peu jouer quand on a besoin de dégager un peu de trésorerie, c'est les délais de paiement et donc là, on se retrouve justement avec des données concernant, le calcul de ces délais de paiement, notamment les délais de paiement des clients. Du coup, idéalement, il ne faut pas, que ça dépasse 60 jours.
Là, clairement, dans notre exemple, sur 2023 et 2024, ce délai de paiement est dépassé puisqu'on est à 63 et 66 jours. Donc, la structure, ça doit la mettre en alerte, effectivement. Et puis, pour réguler justement cette situation, et faire en sorte, que ce délai soit réduit. Ensuite, on a le délai de paiement des fournisseurs, là, où c'est la même chose. On est en situation d'alerte, parce qu'effectivement, comme pour les délais clients, idéalement, ça ne doit pas dépasser 60 jours. Et là, on se retrouve à des délais, importants. On est à 143, 121, 181 jours. Alors là, dans le cas présent, ça s'explique dans le sens où justement, ils jouent sur ce délai de paiement parce qu'il y a une partie, en fait, de la prestation notamment, qui est, traitée par, une autre structure de l'ensemblier. Donc en fait, ils jouent sur ces délais de paiement pour gagner effectivement en trésorerie, sauf que, faudrait pas dépasser les 60 jours. Ensuite, on a le délai de paiement des dettes fiscales et sociales. Là, c'est souvent un délai sur lequel, quand on a intention de trésorerie, on évoque le fait qu'on puisse un peu, qu'on puisse travailler sur ce délai-là, puisque, en fonction de si on est en mensuel ou en trimestriel, l'idée c'est qu'il dépasse pas donc 45 ou 100 jours. Là, il est respecté. Pour autant, quand on est en fonction effectivement de de trésorerie, ça peut être un délai sur lequel on peut travailler en fait et gagner un petit peu de temps et on peut négocier pour avoir un petit délai supplémentaire. C'est peut-être un outil d'ailleurs que vous avez déjà, utilisé, vous en tant que structure. Et ensuite, du coup, on a le délai des subventions. Donc là, des fois, c'est vrai qu'il y a des retards de paiement de subventions, je vous parle pas du FSE. Mais on peut retrouver effectivement là des délais importants. Là, c'est pas le cas. Ils ont pas mobilisé de toute façon le FSE sur leur structure et au contraire, là, on est sur des délais, qui sont de 3, 0 et 14 jours. Donc clairement, il y a pas de sujet, là-dessus. Hem donc en complément du coup des délais, il y a le tableau, qui est juste à côté ici, qu'on retrouve donc, comme on l'évoquait, hein, sur les délais de créance, des clients, sur les délais, des dettes fournisseurs, on est clairement, en alerte et il y a vraiment une amélioration possible sur ces points-là. C'est pas le cas du coup sur les délais de dette fiscale et sociale. C'est, au niveau de l'évolution du besoin en fonds de roulement, là, on passe en alerte. Alors là, c'est attention, hein, en termes de lecture parce qu'on reste sur un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Donc sur une activité, espace vert, c'est plutôt peu courant comme je vous le disais. Donc là, on est sur, si c'est en alerte, en fait, c'est parce qu'il était à -24 000 si on remonte un petit peu en négatif et qu'il est passé à -1 528. Donc il y a une évolution, substantielle, mais ça reste quand même un besoin en fonds de roulement, négatif. On n'est pas rebasculé, en positif et puis il y a une alerte aussi sur l'évolution effectivement, de la trésorerie, nette puisqu'elle a diminué, sensiblement effectivement entre 2022, et 2023 puis entre 2023 et 2024. Donc ça doit alerter. Même si on reste en termes de couverture, de charges d'exploitation sur, des ratios, on dit, raisonnables, cette baisse doit pour autant, alerter. Est-ce que c'est bon pour vous sur la lecture de ces éléments? Vous voulez plus de détails? Non? Pas de questions? Non, non, c'est bon pour moi. C'est bon. Alors après, on va aller sur la lecture du modèle économique en lui-même. Donc pour la lecture du modèle économique, on va plutôt être sur les éléments qu'on retrouve dans le compte de résultat. Donc là, sur le diac flash,
L'idée, c'est de remplir du coup les 3 années effectivement d'exercice, hem, du compte de résultat et on a fait le choix d'ajouter effectivement la ligne, de prévisionnel 2025, pour avoir un complément de lecture en termes de projection justement sur la santé économique de la structure. Donc, co rien d'extraordinaire, hein. Quand on reprend son compte de résultat, l'idée, c'est effectivement, d'y apposer, les donc vous avez vu, hein, ça peut changer de votre compte de résultat ou, des fois, vous avez plutôt le total des produits d'exploitation qui est plutôt en bas et là, nous, on a fait le choix de le mettre en première ligne, en fait. On a le total de nos produits d'exploitation. Donc là, dans notre cas, on voit une baisse entre 2022-2023, une évolution effectivement sur 2024 plutôt positive, pardon, j'ai un et donc dans ces produits d'exploitation, effectivement, il y a notre chiffre d'affaires et on voit donc un chiffre d'affaires qui a baissé entre 2022-2023, mais qui a réaugmenté ensuite en 2024. Ensuite, on a la ligne des subventions, donc une ligne de subvention qui évolue positivement sur les 3 années également, qui est séparée, de la ligne de l'aide au poste, parce que c'est intéressant d'avoir la lisibilité de l'évolution de l'aide au poste, donc là, c'est pareil, on voit une évolution positive, hein, sur les 3 années. On a la ligne effectivement sur la reprise sur amortissement, et provisions et puis éventuellement les autres produits, d'exploitation. Donc en parallèle, donc on a les charges d'exploitation. Donc là on peut voir une évolution positive aussi des charges d'exploitation. Et on voit d'ailleurs une ligne de charges d'exploitation, si sur 2022 les produits d'exploitation suffisent à couvrir les charges d'exploitation, c'est plus le cas sur, 2023 et 2024, bien qu'ils aient évolué positivement et que le chiffre d'affaires ait évolué positivement. Donc après, c'est intéressant d'aller regarder à l'intérieur de ces charges d'exploitation, la constitution du coût de ces charges d'exploitation et de creuser sur l'évolution en fait, des différents postes. Donc là, c'est les gros postes, hein. On retrouve le poste, du coup achat de matières premières. Donc pour les achats de matières premières, hein, on se retrouve sur une évolution, négative, une maîtrise, plus importante sur les 3 années d'exercice et idem d'ailleurs sur le prévisionnel. Sur les autres charges et charges externes, donc là, pour rappel, on retrouve, vous savez, les fluides, type l'eau, le carburant, les petites réparations, le cabinet comptable, les locations possibles. Là, c'est le cas, il y a une location, du coup, de bâtiment, les assurances qui correspondent et cetera. Donc, là, on voit par contre une progression de ce poste. Donc c'est intéressant d'aller creuser sur la raison d'être de cette évolution, bien qu'elle rebascule un petit peu en dessous sur 2024 et reste maîtrisée sur 2025 pour voir s'il y a une marge, du coup d'évolution, du fait que, les produits, d'exploitation ne suffisent pas à couvrir les charges d'exploitation. Ensuite, on a la ligne sur, les salaires, du coup. Là, l'idée, c'est d'avoir l'image globale des salaires, mais de différencier, du coup, ce qui correspond à l'insertion, pour pouvoir suivre l'évolution et pareil pour les charges sociales. On a la ligne effectivement, séparée pour l'insertion. Là, sur les 3 années, là, dans notre exemple, on voit qu'il y a une évolution du poste, en fait, de la masse salariale, qui est quand même assez importante. Dans notre cas, justement, l'explication, c'est qu'on a été en sous-effectif et il y a eu des absences, tant sur l'équipe des permanents que sur l'équipe des salariés en insertion. Ce qui fait que, notamment sur l'année 2022 et un petit peu encore sur 2023 et qu'on est redevenu à équipe complète sur 2024. Donc on voit que le poids effectivement de la masse salariale prend une part importante dans les charges d'exploitation, et ça explique cette évolution. On a une ligne sur les dotations aux amortissements, et provisions, donc ça, c'est une écriture, comptable
Ensuite, on a les impôts, taxes et autres, et on a la ligne autres charges d'exploitation. Ce qu'on peut voir en résumé, je ne m'attarde pas sur les lignes charges financières et charges exceptionnelles, bien que sur les charges exceptionnelles, c'est là où aussi on peut retrouver, et produits exceptionnels, c'est là où on peut retrouver des quotes-parts liées aux subventions d'investissement. Donc, c'est important de la lire. Dans notre résultat, on peut constater qu'on a une année 2023 qui est très négative, alors que 2022 était en positif et que 2024 reste en négatif, bien qu'il y ait une amélioration. Et les projections du coup 2025 également restent négatives. Donc ça, on va le retrouver après dans l'onglet synthèse avec différents indicateurs de lecture. Il y a en dessous, il y a un petit tableau. C'est quelque chose qui est important. Là, il n'est pas complété parce que je n'ai pas les données et c'est assez courant dans les structures d'insertion. La valorisation du bénévolat. C'est important, effectivement, de mettre effectivement la valorisation du bénévolat parce que ça vient impacter notamment le calcul du taux de commercialisation. Donc, quand vous l'avez, c'est vrai que c'est important de le calculer et de le valoriser ici. Donc, sur l'onglet synthèse, on retrouve notre modèle économique avec les différents indicateurs. Donc, il y a la partie plutôt vraiment analyse du compte de résultat avec une ligne vraiment sur la baisse des produits d'exploitation et notamment la baisse sur plusieurs exercices. Donc, en fonction effectivement de cette baisse, c'est plus ou moins préoccupant. Vous pouvez le voir, moins 25%, c'est identifié comme très grave, moins 15% comme grave, moins 5% comme préoccupant et supérieur à 5%, OK. Donc là, sur les exercices réalisés et prévisionnels, on est sur du préoccupant puisque la première année, on l'a vu, 2022, elle restait positive, alors que sur les années qui suivent, on bascule sur du négatif et on reste sur du négatif sur le prévisionnel. Ensuite, on a une comparaison entre le résultat d'exploitation et le résultat net. Résultat d'exploitation négatif. Donc, en fonction du nombre d'années négatives successives, on échelonne entre très grave à pas d'indicateur, que ce soit sur le résultat d'exploitation négatif ou le résultat net négatif. Donc, effectivement, là, sur notre exemple, on avait la succession de 2 exercices négatifs. Et quand on ajoute le prévisionnel, on bascule en très grave, effectivement, puisqu'on est sur un prévisionnel aussi négatif. On a le petit graphique à côté qui permet de suivre aussi l'évolution des résultats. C'est une autre façon de lire les indicateurs et ça peut être utilisé notamment en AG ou auprès du CA pour rendre compte. C'est une autre façon effectivement de lire, ça peut être plus visuel. C'est intéressant aussi d'avoir ce graphique ici, conversion en graphique. Pour rappel, hein, encore plus que le résultat net, le plus important, c'est le résultat d'exploitation à lire, puisqu'effectivement, ça relate complètement votre exercice. Le résultat net peut repasser des fois en positif. Enfin, c'était plus le cas dans les années antérieures parce qu'il pouvait y avoir des résultats, des aides en fait exceptionnelles qui pouvaient venir du coup on va dire tempérer le résultat d'exploitation. Donc voilà sur ces éléments-là. Ensuite, on a la CAF. Donc la CAF, c'est un indicateur qui est important puisque c'est l'indicateur qui vous permet d'identifier vous avez une capacité d'autofinancement ou pas. Là, en l'occurrence, il était positif en 2022, il est négatif en 2023-2024 et il est en prévisionnel négatif également. Il y a 2 lignes qui ont été ajoutées avec, quand on a de la CAF, du coup, une conversion sur le montant qu'on pourrait être estimé pour rembourser un potentiel emprunt et du coup, en fonction de ça, quelle c'est la CAF qui est disponible après le remboursement estimé de ces emprunts. Donc là, on n'a pas de capacité, en fait. Donc on est dans une situation aussi pour, par exemple,
on a besoin d'investissement, on n'est pas en capacité d'aller voir la banque avec des éléments qui vont faire que on va pouvoir emprunter. Donc, situation alertante. Ensuite, on a aussi le calcul du taux de commercialisation, du coup, qui se fait automatiquement. Donc, pour rappel, hein, le calcul du taux de commercialisation, on prend le chiffre d'affaires de la structure, on enlève les éventuels marchés réservés, on enlève aussi, du coup, les achats de matières premières et on divise, du coup, par les charges d'exploitation et la valorisation du bénévolat quand on l'a. Et on se retrouve là avec un pourcentage de taux de commercialisation qui évolue en baisse, puisqu'on passe de près de 52% en 2022 à une projection à moins de 47% en 2024 et 2025. On devrait quand même être plus proche des 60% en fait sur ce type de structure et d'activité. Ensuite, on a deux tableaux qui peuvent être intéressants. C'est la répartition des produits d'exploitation en pourcentage et la répartition des charges d'exploitation en pourcentage. Et ça permet en fait d'avoir la répartition des différents postes de produits et leur évolution sur les 3 années, qui inclut du coup le prévisionnel, euh, là sur la dernière ligne. Donc c'est intéressant de voir l'évolution. Là, on voit l'évolution par exemple du chiffre d'affaires qui représentait 70% des produits d'exploitation en 2022 et qui représente plus que 63% en 2024. Et malgré, on voit la partie subvention, le pourcentage des subventions qui était approchant des 29% en 2022 et qui pourtant ont évolué sur 2023 et gagnent encore restent quand même sur 2024 et 2025 à plus de 30%. On voit aussi l'évolution de l'aide au poste, etc. Et pareil, du coup, pour le poste des charges d'exploitation, on a l'évolution. On voit que la partie, hein, comme on disait, la ligne achat de matières premières a baissé. Donc, il y a une meilleure maîtrise, effectivement, de ce poste-là. Et puis, par contre, la part sur les autres achats et charges externes, c'est intéressant d'avoir cette ligne de lecture en termes de répartition par rapport aux charges d'exploitation globale. Parce que quand on lisait juste la ligne avec les chiffres, on voyait une évolution. Et là, quand on voit par rapport à la globalité des charges d'exploitation, on reste sur quelque chose d'assez stable en termes de part. Donc, voilà. Et ensuite, la part, effectivement, on le disait, hein, de la masse salariale qui évolue un petit peu, mais qui reste quand même sur les salaires, sur des proportions plutôt stables aussi en termes de répartition par rapport à l'ensemble des charges d'exploitation. Donc en plus de ces petits tableaux d'évolution, on a effectivement l'évolution aussi en graphique, qui peuvent être des outils intéressants en termes de lecture lorsqu'on on présente au CA ou bien en assemblée générale. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments de lecture du compte de résultat? J'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde. Non, c'est clair, ça va, Non, non. merci. Tu veux faire des compléments, Kevin? Oui, j'ai un petit complément, même si tu l'as dit, je réinsiste. Ce document-là peut avoir un temps dédié qui peut être considéré comme une contrainte pour vous, sauf si effectivement vous l'appropriez pour l'utiliser à des fonctions qui peuvent être différentes. Il est à la fois pour ceux qui seraient un peu novices, un outil de vulgarisation de la situation et donc de faire ressortir rapidement des indicateurs pour vous, mais il peut également l'être pour vos partenaires, parce qu'en face de vous, vous n'avez pas forcément des partenaires qui ont une bonne lecture aussi des éléments comptables, et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, ce qui vient d'être dit aussi par Adeline, notamment sur la colonne prévisionnelle, c'est que ça peut être aussi un outil de vulgarisation et de présentation pour vos administrateurs, pour vos responsables, puisqu'il y en a qui effectivement ont encore un N+1 au-dessus. Et c'est là où effectivement il peut avoir une plus-value, c'est qu'il peut être aussi un outil d'échange, voire de compréhension avec toutes les parties
parties prenantes pour prendre demain des décisions par rapport à la situation de votre structure. Donc voilà ce que je voulais juste dire par rapport à cela. Je vais peut-être sonder un petit peu aussi parce que c'est un élément avec Adeline et puis même avec Inaï globalement. On a essayé avec les codes couleurs de faire ressortir des choses pour que ça soit parlant. Si jamais vous trouvez que c'est pas, ça mériterait différemment, etc., n'hésitez pas aussi à l'exprimer parce que vraiment le but de cette réunion aujourd'hui, c'est que ça soit pour vous assez simple, assez fonctionnel dans la saisie et dans la lecture. Voilà, donc du coup, on a travaillé sur des notions de couleur, etc. Mais si vous voyez qu'il y a des choses un peu plus judicieuses qui vous permettent de le faire, c'est un document qui est sous format Excel, on peut le compléter, l'étayer, le modifier si besoin est. Excusez-moi, juste une petite question. Moi, je vais essayer de l'adapter là. J'ai fait faire une situation intermédiaire sur nos quatre structures. Pour l'adapter en situation intermédiaire, il y a pas de choses particulières à avoir, hormis qu'il faille mettre les mêmes périodes chaque année. On est d'accord? Oui, parce que le but, c'est de pouvoir le présenter à 6 mois, 8 mois, 9 mois. Je sais pas quelle est la situation intermédiaire telle 8 qu'elle mois. est faite. 8 mois. 8 Oui, mois. oui, elle peut être utilisée comme cela. Alors, il faut bien. Après, on peut bouger la rédaction de quelques cases. On peut très bien dire attention, c'est 8 mois et oui, oui, ça peut se Oui, faire. bien Ça. sûr. Ouais. Ok. Même au contraire, ça c'est une bonne remarque. Moi, j'encourage tout le temps aussi les structures justement à faire cela parce que trop peu encore ont attendent la fin de la clôture des comptes pour avoir une lecture de où ils en sont dans l'année en question. Le fait de faire des situations comme ça intermédiaires, ça permet justement aussi de voir même si on a entrepris des mesures correctives parce que par exemple on l'a saisi au mois de mars quand on a reçu les comptes et on s'est dit mince, je réagis là-dessus, de voir si déjà avec la situation intermédiaire, ça commence à produire ses effets, et notamment avec les courbes, de voir si ça va dans le bon sens ou pas. C'est exactement pour ça que je le fais du coup. Enfin, que je vais essayer de l'adapter en situation intermédiaire. Pour compléter, il y a un onglet que je vous ai pas présenté qui est entre du coup les éléments qu'on remplit et la partie du coup synthèse avec tous les indicateurs de santé économique et financière. C'est précision modèle économique justement. C'est intéressant effectivement de compléter. On a notamment, on reprend le chiffre d'affaires. Donc, dans les cases bleues, c'est pré-rempli parce que vous avez rempli dans l'onglet juste avant. Et l'idée, c'est que vous puissiez compléter, et je pense justement à ce que tu viens de demander, Arnaud, de compléter en fait, là, notamment en fonction des clients, l'évolution du coût du chiffre d'affaires sur l'ensemble des années, y compris sur le prévisionnel. Et en plus de ça, du coup, on a une conversion après en graphique. Je tiens à apporter une précision concernant le graphique. On était limité en ligne, donc en ligne de graphique, tout simplement. Donc là, par exemple, on se retrouve à n'avoir que les premières lignes du chapeau, on va dire, vente de prestations et services. Et on en a 4 sur la vente de biens et on en a que 2 sur la vente de prestations et services. Petite précision aussi quant à cet outil, quand vous reportez les lignes de chaque client, du coup, en dessous, vous voyez, là, dans l'encadré vert, il y a une vérification qui vérifie que le calcul correspond bien, du coup, au report du montant global que vous avez signifié dans l'onglet précédent et qui s'est reporté ici. Donc, des fois, s'il y a une erreur, ça vaut le coup de revérifier pour que ça tombe juste. Et c'est la même chose du coup pour le détail des subventions de fonctionnement. On a ce même tableau d'évolution du coup en fonction de chaque poste. On a les subventions globales de fonctionnement. Donc il y a le report du montant indiqué dans l'onglet précédent. Et vous pouvez apporter le détail du coup ligne par ligne de financeurs
Donc là, par exemple, il y a celle de l'aide au poste avec l'évolution, séparer la modulation, celle du conseil départemental et après des communautés de communes. Et on peut voir aussi l'évolution. Et ça, c'est pareil. Du coup, hop, l'évolution, on l'a aussi en graphique. Euh, Vous voyez mon encadré. Je l'ai remis en encadré. Donc ici, on le voit aussi en graphique. Ça Là, mange un ici. peu Enfin, moi, sur ma présentation, Ah. ça mange un peu les graphiques, ouais. Est-ce que vous avez de nouvelles questions par rapport à ça ou pas? Et sinon, il y a un dernier onglet qui est très important et qui est assez magique. Excuse-moi, C'est Lynn, j'ai oui, une oui. petite question là par rapport à tout cela qui vient de me saisir. Serait possible de faire une extension sur une synthèse d'un diag flash sur un bilan consolidé, groupe, Oui. Oui, de c'est possible. reprendre chaque tableau de chaque structure et de le synthétiser en consolidé? Alors, c'est possible de le faire. Par contre, ça nécessite un peu de manipulation informatique. Ouais. Mais on l'a fait, nous, alors par contre, on l'a fait sur mesure, mais on l'a fait notamment quand on avait aussi des structures qui portaient plusieurs champs d'activité et qui n'étaient pas tous de l'IAE. Ouais, ok. Par contre, ça nécessite de maîtriser ce qu'on appelle les fichiers croisés. Donc, du coup, c'est les formules qui se Ouais. complémentent, mais ça se fait. Il faut un peu de patience, effectivement, pour le faire. Et là, malheureusement, souvent, c'est pas un modèle qu'il faut faire, il faut l'adapter à la structure. Eh ben, moi, j'essaierai de faire ça dans l'hiver. Ça peut être une occupation, oui. En basse saison. Ok, merci. Mais on l'a fait effectivement, notamment quand il y a des enjeux de segmenter, quand il y a plusieurs, notamment supports différents d'activités, et du coup qui n'est pas tout de l'IAE, et dont sur lesquels certains partenaires financeurs avaient besoin qui étaient différents, d'identifier dans le consolidé finalement où venait quand même la problématique. En fait, on partait du consolidé en disant voilà, la structure dans le consolidé est en difficulté, mais ça permettait de se rendre compte que certaines branches seulement faisaient plonger le reste. Donc c'est vrai que cette notion de consolidé est intéressante et elle peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire vraiment de voir activité par activité. Et à l'inverse, des fois, on a des structures où le consolidé est très bon, mais ça cache certaines activités qui le sont moins. Donc ça aussi, c'est des fois important. Je l'ai vu moi par contre à la demande d'un président et d'un bureau, vis-à-vis de son directeur, parce que, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était, inquiet et mettait en avant une activité, alors que pour eux, quand ils regardaient le global, ils trouvaient que c'était, enfin qu'il y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc c'était aussi dans ce sens-là que ça avait été fait. Ok, merci. Il y a peut-être des termes des fois où il y a besoin d'explications, donc on a rajouté un onglet du coup, je vais vous le réduire un peu parce que c'est vrai qu'il est peut-être un peu on voit pas tout. Qui est le lexique en fait, on retrouve les différents indicateurs et une définition. Donc celle du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement trésorerie nette. Je vous parlais aussi du financement des investissements tout à l'heure. On a parlé aussi des délais de paiement des clients, et cetera, des fournisseurs. Donc, il y a une explication avec la formule de comment ça se calcule également en complément. Et puis, sur la partie plutôt analyse, financière et aussi sur la partie analyse du compte de résultat, donc notamment la définition de la CAF où j'ai fait exprès de pas trop, m'attarder sur le calcul et cetera. Mais d'ailleurs si Kevin s'il y a une demande de plus d'informations, n'hésitez pas, c'est le moment. Pareil où il y a le rappel du calcul du taux de commercialisation, et voilà. Donc ça quand vous avez un doute, sur, ce que contient effectivement cet indicateur, vous pouvez aller dans le lexique
et avoir la précision. Et puis, si vous avez si c'est un peu, il y a des choses un peu complexes que vous avez trouvées dans la présentation, si effectivement vous sentez qu'il y a besoin de plus, il y a 2 ressources à puiser. C'est chaque, chargé de mission d'INAE, il faut pas hésiter sur votre territoire vous revenez vers nous pour qu'on puisse effectivement vous appuyer dans le remplissage, de cet outil parce que ça vous est compliqué ou est la compréhension de cet outil, il faut pas hésiter. Et puis si vous voulez encore aller plus loin, que vous sentez qu'il y a encore envie de monter en compétence sur ce sujet et besoin, il y a aussi les formations, d'analyse économique et financière tant sur le volet plutôt, gestion, pilotage, on a une formation, puis il y a une formation plus sur le calcul, de la rentabilité des activités, par exemple, qui existe aussi en complément. Donc, qui est là plus sur l'outil Fineco, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est plus détaillé et qui permet du coup, ces calculs-là en complément de l'analyse économique et financière de la structure. Ah, je vois Oui, on a une main une levée, oui. question. Oui. Oui, la DSPP de la Corrèze. Moi, j'aurais une petite question parce que ce diag flash, je l'ai déjà transmis aux structures d'insertion avant l'été. Pour les dialogues de gestion, donc nous, les dialogues de gestion, ils ont lieu en janvier. Ça veut dire enfin là, je peux leur envoyer à nouveau pour qu'ils nous remplissent pour les dialogues de gestion, sachant qu'il y a une nouvelle rubrique, c'est le prévisionnel 2025 qu'il n'y avait pas avant. Il y avait déjà le prévisionnel. Par contre, c'est plus dans les indicateurs, où il y a des nouveaux éléments, complémentaires, notamment, j'ai laissé garder mon écran où, il y a des nouveaux indicateurs. Là, sur les points d'alerte du dernier exercice, on a complété par les valeurs. Il y a ces éléments D'accord. supplémentaires et puis sur la CAF aussi, on n'avait que la ligne CAF avec la lecture, en fait, du chiffre du montant de la CAF. Et en plus, il y a 2 lignes là qui ont été ajoutées, à savoir le montant estimé du remboursement des emprunts et la CAF disponible après remboursement estimé des emprunts. Ça a été ajouté aussi. Il y a un complément en fait qui a été apporté, mais si, il y avait la possibilité de remplir le prévisionnel, déjà dans la précédente, mouture. Mais c'est Moi, plus dans les indicateurs, on a plus. On a des ouais, petites données en plus. dans la précédente version, moi, je n'avais pas le prévisionnel, mais bon, peut-être. Parce que le problème, c'est que les comptes ne sont arrêtés qu'en cours d'année, Et oui, juin ou mai-juin, quoi. Donc, le oui. problème, nous, on fait les dialogues de gestion en janvier, donc ils ne sont pas capables de nous communiquer les chiffres, les chiffres. Mais bon, avec la partie prévisionnelle 2025, ça peut nous aider à analyser la situation de la structure. Ça peut compléter, oui, quand même. Oui, oui. Et c'est tout l'intérêt aussi d'encourager à mettre à jour aussi, du coup, ce prévisionnel, pas le faire seulement en début ou d'année, c'est de le mettre à jour au fur et à mesure, en fait. Oui, mais même Surtout quand on hésite. voilà, en dialogue de gestion, ça nous permettra de voir un petit peu où en est la structure. Ouais, pour nous, c'est important, je pense aussi, ce prévisionnel pour voir un petit peu ce qu'il en est. Tout à fait. Puis il y a le plan de trésorerie aussi, qui est un outil complémentaire, en fait, hein, aussi. Comment, pardon? Excusez-moi, Le je ne plan vous de ai pas. trésorerie est aussi un outil complémentaire, hein, Oui, pour les structures en termes de pilotage. oui, oui, tout à fait. Kevin, tu voulais intervenir, mais je crois que tu as coupé ton micro, on t'entendait plus. Non, non, Si? non, 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 je me disais que les temps, effectivement, administratifs, et ne sont pas ceux des temps de l'analyse économique et financière. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, les dialogues ont lieu en janvier, mais les structures, qui clôturent au 31/12 sont en incapacité, de pouvoir produire, les comptes, dans un délai aussi court. C'est pour ça d'ailleurs que nous, quand on fait ce point-là, avec les structures qu'on accompagne et qu'on finance, on ne commence notre campagne de ce qu'on appelle de suivi qu'à partir du mois d'avril. Parce qu'effectivement, les structures sont rarement et même on se rend compte de plus en plus que même avril, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est tributaire, en fait, du temps que l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, fasse sa production. Donc oui,
moi, c'est ce qu'on avait dit lors de la réunion qu'on a fait directement avec les agents de la DRETS, c'est il faudrait presque se dire, bon, on fait un dialogue de gestion, mais se demander à ce que les documents soient complétés une fois la production des arrêtés comptables et donc au printemps. Mais Donc c'est une clause de revoyure. C'est une clause c'est de ce qu'on revoyure. demande. Ils sont censés nous envoyer les comptes, mais bon, après, les comptes, il faut avoir une formation comptable pour examiner les comptes. Mais ça, avec le Diagflash, je trouve que c'est très utile pour nous. Bah, c'est le but en fait, c'est pour les personnes qui n'auraient pas de base suffisante en comptabilité, de pouvoir quand même avoir une première lecture. C'est pour ça que moi je répète, ça permet à des personnes nouvellement arrivées dans une structure d'insertion qui ont peut-être pas un profil gestion à l'origine, pour les partenaires, que ce soit l'État, département, qui n'ont pas forcément non plus suffisamment de base là-dessus, ou voire même pour les bénévoles, les administrateurs, les personnes qui n'auraient peut-être pas non plus cette lecture, du coup de normaliser, de familiariser à la lecture de ces éléments-là sans avoir de connaissances trop importantes. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a joué sur les mots, les couleurs également, parce qu'il y en a qui vont très bien comprendre les chiffres, ils vont y aller, il y en a d'autres qui vont être plus sensibles aux couleurs, et les courbes quand même sont importantes parce que ça donne les tendances. Et ça aussi, c'est une chose qui est relativement importante parce que on a des fois eu des décisions même des fois sur des demandes de financement en se disant bah non, ça a l'air d'être bon et en fait non, la tendance elle est quand même négative et la demande est justifiée justement par cette question de tendance, notamment quand on était à l'époque où il y avait encore du FDI consolidation, par exemple sur ces sujets-là. On va pas se faire mal, on va pas parler de l'ancien temps. Et après, c'est un autre avantage, moi je le dis aussi de manière un peu normalisée, c'est que, si on voit déjà et c'est le cas du cas qui est présenté, c'est que finalement on a une dégradation de la situation, entre le rapport fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et une trésorerie qui se dégrade. Comme Adeline le disait, il y a quand même un enjeu qui doit interpeller parce qu'on se rend compte que l'actif, il n'y a pratiquement plus rien. Donc ça veut dire que le matériel est sûrement bien amorti comptablement, mais sûrement aussi dans la réalité du terrain. Un véhicule qui n'a pratiquement plus de valeur comptable doit commencer à fatiguer, par exemple. Et là, l'idée, c'est de se dire, bah oui, mais déjà que ma trésorerie est juste, ça veut dire que je ne peux pas autofinancer seul sans avoir un impact fort sur ma structure, un quelconque investissement de renouvellement. Donc ça permet aussi aux structures de se poser aussi ces questions là. Est-ce que finalement j'ai de la trésorerie disponible pour financer du matériel ou est-ce qu'au contraire, il va falloir que j'ai accès à une ressource externe qui peut être du prêt, qui peut être de la subvention, etc. Ça a aussi ce rôle-là d'éveiller sur de la projection. Que ce soit, comme on le disait, sur du fonctionnement, mais ça peut être aussi sur de l'investissement, d'alerter. Et comme Adeline m'a tendu la perche là-dessus, c'est vrai que l'onglet capacité d'autofinancement, l'inconvénient, contrairement aux autres, c'est qu'il ne ressort pas directement des arrêtés comptables que vous pouvez avoir. Automatiquement, il se calcule. C'est très rare, j'en ai vu, mais j'ai très rarement des comptables qui ont un onglet sur lesquels ils marquent la capacité d'autofinancement. Et pourtant, c'est cet élément-là qui va permettre aussi de savoir si j'ai la capacité d'avoir recours à une ressource extérieure, à investir, ou et donc de rembourser, ou j'ai la capacité de reconsolider éventuellement mon fonds de roulement par la génération d'une création de richesse. Et on peut avoir une capacité d'autofinancement qui est positive, et c'est pour ça que le fait d'avoir mis une colonne des montants estimés des remboursements d'emprunts permet de voir si finalement, une fois que j'ai remboursé mes emprunts, il me reste aussi quelque chose, parce que des fois, on a une capacité d'autofinancement qui est positive, mais qui est mangée par ce qu'on doit déjà rembourser à notre banque. Et donc, il ne reste pas forcément, malgré cela, une création de richesse nette qui se fait à l'issue de l'exercice. Je crois qu'il y a une question. Mais je crois que c'était en fait, la main est restée Ah, c'est levée. toujours c'est élevé, d'accord. Ouais, mais ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Non? Eh bien, n'hésitez pas, en tous les cas, hein, je le répète, à revenir vers nous dans votre territoire si vous avez besoin, effectivement, d'appui dans le remplissage, si vous avez besoin d'appui dans la lecture
Voilà, on est à votre disposition. Je crois on va s'arrêter là-dessus, s'il y a Une pas de petite questions. ch ouais, juste Vas-y. une Oui, toute oui. petite précision, parce que j'ai eu une demande dans tout cela. J'ai transmis à Adeline les coordonnées de chaque, interlocuteur France Active sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc du coup, si vous avez des interlocuteurs, enfin vous avez des interlocuteurs dédiés sur chaque territoire et qui pourront vous apporter, des éléments complémentaires par rapport aussi à ce temps-là. Et puis si vous avez des besoins tout simplement d'accompagnement et de financement, ça sera l'occasion de les solliciter. Je ferai la même chose pour nous. Un petit récap, des différents contacts. On n'est que 3, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui viennent d'arriver, qui n'ont pas forcément identifié le chargé de mission INAE, qui pourrait appuyer et aider, sur la partie appui économique et financier. Je vous repasserai aussi ces éléments-là, donc n'hésitez pas. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée Ensoleillé. ensoleillée, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonne Profitez-en, journée. dimanche il pleut. Bah, tu nous casses, Il y a samedi, il y a samedi.